Bon, les gars, vous savez, l'actualité française, c'est toujours une espèce d'énorme boucle avec des sujets qui s'en vont et qui reviennent, qui s'en vont et qui reviennent, qui s'en vont et qui reviennent. Et cette semaine, on a eu le droit à un petit revival de la grande question du cannabis. Faut-il légaliser le cannabis en France? Alors, la gauche, évidemment, est pour, puisqu'évidemment, tous leurs électeurs sont défoncés, c'est pour ça qu'ils arrivent à voter à gauche. La droite est contre, parce que c'est la droite. Et on s'est dit que ce serait l'occasion, en surfant sur cette petite tendance, d'aborder un sujet qu'on a complètement laissé de côté dans ce podcast, qui est le rapport entre les drogues et les addictions d'une part, et la littérature d'autre part. Et pour ça, avec qui je suis? Avec mon ami de toujours, qui n'est pas un drogué, Mos Mayorum. Comment ça va, Mos? Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis d'accord avec toi, ça fait partie de ces sujets. C'est le sujet serpent de mer. Pour moi, c'est vraiment le sujet type de tous les cours d'anglais où il fallait organiser à la dernière minute un petit débat à la con. Ah ouais, et où la prof se lâchait, tu sais, en mode bon, attendez, on va faire un truc, la moitié de la classe est pour, l'autre moitié est contre. Et ça, c'était vraiment sur la liste des 4-5 sujets qui arrivaient à chaque fois. Enfin, je sais pas si tu as eu les mêmes. Alors moi tu sais, je faisais pas anglais LV1, mais ça m'a pas empêché de subir ça. Et en plus moi je l'ai subi parfois en allemand, parce que je faisais allemand LV1. Et si tu veux, en allemand, ils sont encore plus babos, ils sont encore plus tu sais, contact de nature Gaïa, tu vois. Donc il peut y avoir des petits dérapages vers il faudrait légaliser le cannabis, tu vois, qui peuvent aller assez vite. Donc bref, je pense que ça peut être vraiment un sujet intéressant, surtout qu'en plus l'histoire des interactions entre la drogue et la littérature, ou en tout cas les substances addictives et la littérature, est quand même très très ancienne. On en trouve des traces dès l'Antiquité avec les mystères d'Éleusis, etc. Mais si on remonte jusqu'à notre époque, on pourra penser à Ernst Jünger, on pourra penser à Huxley, on pourra penser à Hemingway, on pourra penser à beaucoup de figures diverses et variées. Et ce sera aussi l'occasion de parler un petit peu d'actualité et de nous, comment dire, de nous prononcer sur ces sujets, parce qu'on nous a pas tellement entendu dans des vidéos sur ces choses-là. Je pense que il faudra un peu qu'on dise aux gens d'où on parle, comme disaient les marxistes autrefois. Oh là là, ah non, s'il te plaît, pas ça. Non. Ah ça y est, je l'ai déhypé. Le mec veut plus, il va arrêter, il se désabonne, il s'en va, adios. Non, par contre, il y a un truc que je trouve, si tu veux, intéressant sur ce genre de thématique. Moi, je voudrais pointer du doigt parce que tu as commencé de manière, je trouve, un peu optimiste en disant oui, nous, à droite, tout ça, on est contre, machin. Je suis désolé. T'as vu des gens de droite qui sont pour? Mais IRL. Parce qu'il y a les personnages publics et il y a derrière d'autres types de personnes. Oui. Alors oui, d'accord, oui, je parlais des prises de position publiques. IRL, okay, t'as quand même un paquet de gars qui te tiennent des grands discours pour t'expliquer que c'est terrible, il y a du deal dans les banlieues, machin chouette, qui en fait sont tout à fait OK le soir venu pour se faire livrer un petit paquet par Uber Eats depuis la banlieue la plus proche. Et moi, à titre personnel, ça m'a toujours choqué, cette espèce de double discours. Il y a une vraie hypocrisie là-dessus. Je pense à certains groupes de gens, ou partis ou machin en particulier, mais je vais pas balancer de blase, voilà, je suis sympa. Mais par contre, il y a un vrai truc là-dessus. Et quelque part, je veux dire, t'as certains gars de gauche qui sont absolument horripilants. Moi, j'ai fait un fil Twitter sur les dangers du cannabis, donc je peux te dire que j'ai eu l'intégralité des mecs qui voulaient légaliser. Toi, t'aimes bien te battre avec ces mecs-là aussi. Hein. T'aimes bien aller les chercher un peu avec du petit piment là. Tu vois, tu leur frottes la peau, elle est à vif, tu mets du piment et t'attends qu'ils s'énervent, tu vois. Ah non, mais surtout que c'était lunaire en fait. Enfin, si tu veux, t'as des comptes qui sont favorables à la légalisation, qui prennent des stats. Qu'ils distordent parce qu'en fait ils n'arrivent pas à trouver des stats qui vont vraiment dans leur sens. Ils n'arrivent plus à penser, ils sont trop défoncés aussi. Hein. Ouais, peut-être, mais si tu veux, ils vont choper des stats sur des offices de lutte contre le narcotrafic pour dire qu'en fait c'est pas un problème. Enfin tu vois, le truc a aucun sens. Et après les gars te font des petits visuels Photoshop très jolis et te disent voilà la vérité, c'est écrit là. Non en fait c'est un visuel pour gamin de 4 ans en fait. Genre excuse-moi, laisse-moi le temps. C'est là où t'en es avec ton cerveau ravagé au THC, c'est là où t'en es en fait si tu veux, t'es un gamin de 4 ans mental en fait. Laisse-moi le temps d'aller creuser vite fait 2-3 études, tu sais genre et en plus le truc, enfin moi là où j'ai atomisé cette espèce d'infographie parce que ça m'a saoulé. En fait, je comprends pas comment on peut balancer autant de contre-vérités, ne pas se bouffer de notes de la part de Twitter. Enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui savent comment ça marche cette affaire-là, n'hésitez pas à aller balancer des notes. Comment on crée une note? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des trucs et je veux dire, même dans l'absolu. Moi, alors tu vas peut-être me dire que je suis un peu un extrémiste, mais
pour moi, balancer de la désinformation pour inciter les gens à prendre du cannabis au prétexte que en fait, il n'y a pas de problème secondaire, il n'y a pas d'effet. Le mec avait quand même expliqué que soi-disant ça régénérait les neurones et je sais pas quoi. Enfin bon, Ah oui, je suis désolé, j'avais vu pour passer moi, ça. c'est à la limite de l'incitation à faire des choses graves en fait. Je veux dire, c'est presque de l'incitation Ouais, à non, l'illégalité, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même. Alors attends, parce que sinon c'est très intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'on va comment dire, déborder sur ce qu'on va dire dans le podcast en lui-même. Donc je t'arrête juste avant. Je pense que là nos auditeurs, j'allais dire nos spectateurs, nos auditeurs auront bien compris que tu es un virulent militant anti-drogue et anti-légalisation de la drogue. Ce que je suis aussi. Comme ça, il y aura vraiment aucune pluralité d'opinion dans ce débat. C'est que c'est 100% comment dire. J'ose pas dire fasciste, mais c'est 100% intolérant, voilà, ce débat. Et on sera donc absolument pas du tout ouvert aux commentaires d'Apter qui diraient oui, c'est pas si mal, ça fait du bien, les grands écrivains aussi en prenaient. Oui, d'accord. Soit Victor Hugo et tu auras le droit de tirer 2 lattes. Ok. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe, tu vois. Pas l'inverse. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es hypé pour ce sujet? Mais je crois que Bah oui. que oui. Oui. Ouais, voilà. Et troisième chose, avant qu'on embraye sur le développement, est-ce que tu veux nous parler de la semaine des éditions Carbin? Eh ben, la semaine des éditions Carmin, au moment où ce podcast sort, j'aurais eu le temps de donner une obèse conférence sur Hilaire Belloc à Lyon. Ouais, j'ai vu passer ça. Ça va être trop bien. J'ai 25 pages de A4 de script, si tu veux, pour le travail préparatoire de la conf. Donc, si tu veux, autant te dire que ça va être vénère. Il y a un créneau de 2 heures, à mon avis, ça va durer, tu vois, ça va durer. Ouais, tout à fait. C'est bien. J'essaierai de l'enregistrer, je pense que ça peut intéresser des gens, tu vois. Je vais peut-être la refoutre plus tard, peut-être que je ferai 3 PowerPoint à la con pour juste afficher quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je vais peut-être l'enregistrer, la balancer. Sur quoi, sur Mohamos? Non, je pense sur la chaîne principale carrément. Ok, sur la chaîne principale. Ok, d'accord. Ouais. Pourquoi pas. Enfin, whatever. Why not? Why ok, not. très bien. Et puis autre truc, on va lancer bientôt la campagne sur les scrutons. Donc c'est très compliqué. Je te cache pas qu'on a eu, enfin toi tu sais un petit peu ce qui se passe dans l'arrière-boutique, les discussions qu'on peut avoir sur les paramètres techniques, et notamment sur les prix. C'est pas évident parce qu'en fait on a 2 livres là qui sont très différents. Il y en a un qui fait dans les 250 pages, qui est un truc un peu classique qui ressemble aux autres formats qu'on a déjà fait, et on en a un qui est un truc qui a priori va taper les 600 pages. Okay. Et donc en fait on est très embêté parce que pour des tas de raisons à la fois financières et techniques, ça suppose de changer plein d'aspects, c'est-à-dire l'impression. Tu imprimes pas pareil pour avoir une couverture qui se casse pas quand tu fais 600 pages et quand t'en fais 200. Même pour les envois postaux, pour les envois par la poste, c'est pas possible parce que ça fait plus que 3 cm d'épaisseur. C'est ce que j'explique à mes auteurs assez souvent. Donc là, on est en train d'essayer de passer sur une solution mondiale relais. Et en termes de tarifs, c'est pas la même chose non plus parce qu'en fait, quand tu imprimes 600 pages, ça coûte vachement plus cher que quand on imprime que 200. Tout ça mis bout à bout, je pense qu'on va réussir à l'imprimer et à le faire techniquement, mais ça va probablement coûter 4-5 balles de plus que ce que les livres plus petits coûtent côté consommateur. Donc voilà. Et après, tu vas avoir des imbéciles qui vont pas comprendre et qui vont dire Carmin vend des livres à des tarifs prohibitifs, etc., etc. Et en fait, la grande difficulté, c'est de rester ne serait-ce que courtois avec ces gens quand ils t'écrivent parce que vraiment, entre leur radinerie et leur bêtise et leur inculture, c'est quand même très compliqué de rester calme, quoi. Moi, je comprends, si tu veux, le point de vue client là-dessus. Et en même temps, le truc, c'est que moi, côté fabricant, je peux pas, entre guillemets, moi, je faire pas un livre qui est 3 fois plus épais pour le même prix que ce que tu avais, tu vois. C'est pas possible. Attends, mais moi je comprends pas. Enfin, tu t'attends pas à acheter un dictionnaire au prix d'un Guillaume Musso, tu vois. Genre, en fait, tu vois, à un moment donné dans la vie, tu te rends bien compte que quelque part, même un demeuré profond se rend compte que l'épaisseur du volume et la quantité de. Voilà. Et puis, en plus, si l'auteur est encore vivant, en plus, il y a des droits. Je veux dire, n'importe qui a un minimum de culture, je dis pas qui est éditeur, mais qui a un minimum de culture éditoriale le sait. Donc, en fait, à un moment donné, tu peux pas. C'est déjà un peu énervant les gens qui disent. Moi, j'ai ça parfois, et ça, c'est des jeunes, je leur en veux pas, mais qui viennent me voir et qui disent oui, est-ce qu'il y aura des sorties poche à la Giberne, etc. Mais en fait, excuse-moi, mais si on fait une sortie poche, on a plus de marge pour payer qui que ce soit, ni l'auteur, ni l'éditeur, ni les prestataires, ni rien, tu vois. Donc en fait, ils se rendent pas compte parce que avec les éditions poche bon marché et de mauvaise qualité aujourd'hui, on les a habitués à des standards très bas sur l'objet livre. On a
retirer son prestige à l'objet livre pour en faire vraiment un bien de consommation quasiment au niveau du McDo, ce qui a de ses avantages, hein. Mais parfois effectivement il faut leur rappeler que voilà, la qualité a un coût, surtout quand on parle d'auteur vivant, surtout quand on parle de grand format, surtout quand on parle de traduction, et que l'un dans l'autre ça finit par faire effectivement des livres entre 25 et 30 euros, et c'est amplement normal. Ouais, bah voilà, en tout cas là moi de mon côté, si tu veux, j'ai des augmentations de frais d'impression, d'expédition et aussi de traduction, parce qu'en fait c'est tout bête, mais un traducteur traduit pas pour le même prix 200 pages et 600 pages. Enfin, mais ça c'est tout à fait. C'est vraiment Ouais. c'est vraiment de la base en fait. Ouais. Ceci étant dit, il y a un truc qui est vraiment difficile, et je trouve que, enfin, tu vois, pour le coup, ça fait partie des arbitrages qui sont pas évidents, et je pense que même pour le coup, les gauchistes ne comprennent pas que ce genre d'arbitrage est pas évident en fait. C'est l'arbitrage entre à quel moment le fait que tu augmentes ton prix ça fait forcément décroître ton volume de vente. Et en fait, il y a un moment où ça devient contre-productif, si tu veux. C'est-à-dire que tu as ça dépend. un effet boule de neige. C'est la courbe de l'effet, mais appliqué à l'édition en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à dire, ok, bah en fait, je monte mon prix de 4 balles parce que ça me permet de compenser mes charges. Ah ouais, mais en fait, du coup, je vais perdre 20% des clients. Ah, mais du coup, pour compenser, il faudrait que je monte encore plus le prix. Et en fait, tu peux rentrer vite dans des boucles super vicieuses comme ça. Donc voilà, je suis en train d'essayer de cogiter, de trouver un équilibre là-dessus. Moi, je pense que ce qu'il faut... Après, tu peux toujours débattre pour le faire en 2 volumes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est possible, même si je ne recommande pas. Moi, ce que je te dirais toujours, c'est d'avoir des produits d'appel. C'est-à-dire que tu as des produits qui sont relativement faciles d'accès, typiquement le Chesterton, le Belloc, etc. Et puis, si un jour les gens, tu vois, ils ne sont pas obligés de commencer par Scruton. Si, j'aurais pas dire ça parce que vous allez lancer la campagne et que je vous souhaite beaucoup de succès pour ça. Mais si le livre est plus cher et qu'il plaît à un lectorat déjà plus érudit, il faut d'autres produits pour que les gens puissent se cultiver et en venir ensuite à la lecture des classiques que vous proposez. Donc c'est très bien. Moi, pour moi, c'est cohérent. Enfin, en tout cas, puis de toute façon, je trouve ça à peu près normal de sortir 30 balles pour un livre de 600 pages en grand format. Ça me semble être les tarifs normaux. Et si vous n'êtes pas content, demandez à nos voisins suisses ou belges qui n'ont pas le prix unique du livre combien ils payent leur livre en librairie. Vous allez tout de suite comprendre votre douleur. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe du côté de la Giberne, du coup ? Alors, de côté de la Giberne, déjà, on est en train de finaliser l'histoire pour envoyer des livres à Pékin, dont j'avais parlé il y a 2 épisodes. Ça a mis quelques auditeurs, je sais, en ébullition. J'ai eu des messages très gentils, très encourageants. Il y a des gens qui ont cru que j'allais moi-même venir en Chine à cette occasion. Alors, c'est pas le cas. Sinon, je vous aurais rencontré avec grand plaisir. Mais en revanche, Victor Di Donatellis, donc le traducteur des Noces de Terre, sera en Chine dans les prochains mois, prochaines semaines, en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Et donc voilà, ceux qui veulent discuter avec lui, vous aurez peut-être un créneau à jouer à ce moment-là si vous voulez prendre contact avec lui. Deuxième sujet important, ça je en parle là maintenant et je vais en reparler dans les prochains podcasts aussi, c'est que la Giberne sera présente au colloque de l'Iliade, donc qui est le colloque organisé par la Nouvelle Librairie. C'est le samedi 5 avril à la Maison de la Chimie à Paris, c'est dans le 7e arrondissement. Donc on n'a pas un stand de la Giberne, c'est juste que dans les ouvrages de la librairie qui seront présents pour la vente au public, il y aura des livres de la Giberne et notamment en avant-première, les prochains livres qu'on sortira, enfin le prochain livre qu'on sortira sera disponible pour ceux qui voudront l'acheter, avec même possibilité, si vous venez au bon moment dans la journée, de rencontrer l'auteur. Voilà, comme ça vous aurez l'occasion de faire dédicacer un livre et de l'avoir en avant-première. Je pense que tout le monde sera content là-dessus. Donc voilà, venez nombreux. Si vous avez déjà prévu de venir, faites un petit tour à la Giberne. Et puis moi-même, je serai certainement de passage à un moment donné dans la journée. Donc je pourrais vous serrer la main avec grand plaisir si on se croise. Voilà, ça c'est pour les annonces un peu en mode commerce vers l'extérieur. Sinon, écoute, on finalise tout pour la sortie du prochain bouquin. On commence à signer des auteurs pour 2026. On a des... Enfin, il se passe beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Et, ah oui, j'en parle aussi régulièrement, donc il faut que j'en dise un mot. La collection Héritage, donc la reprise des textes plus anciens à la maison dans une nouvelle collection, va très bien. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on pourra proposer plusieurs titres dans cette collection. Voilà. À l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai une réunion demain pour finaliser ça avec le directeur de collection. Voilà, normalement, incroyable. On devrait... voilà. Alors, peut-être pas avant l'été, peut-être plutôt fin d'été, début d'automne. Mais je pense que à Noël, si vous voulez lire quelques bons petits bangers qu'on vous a dégotés dans les oubliettes de la littérature, et c'est injustement mis aux oubliettes, et vous aurez de quoi faire. Voilà, vous allez vous régaler. Super. Est-ce qu'on lance un petit générique du coup ? Je crois qu'il est temps là. Générique. Regagnez le carré! Feu!
Alors, je t'ai senti quand même très très remonté sur cette histoire de drogue tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la façon dont tu as aptérisé les aptères qui venaient te soumettre leur infographie bidon? Alors, oui, je veux bien, mais peut-être avant ça, je crois que le plus important, c'est de débunk une fois pour toutes et peut-être pour commencer le podcast, ce que c'est que le mot drogue en fait. Parce que Ah, grande question, effectivement, oui. j'en ai un petit peu marre. Moi, j'ai un syndrome qui m'amuse beaucoup, pour être honnête. C'est que j'ai des tas de gars qui veulent légaliser, alors, qui le cannabis, qui des trucs un peu plus violents. Euh, et qui viennent t'expliquer que en fait tu ne sais pas ce que c'est que la drogue et que des tas de choses que tu penses être absolument inoffensives sont en réalité des drogues. Et alors ce qui est génial, c'est que ces gars-là, donc en gros, veulent légaliser des substances qui peuvent te rendre zombie un mec pendant environ 48 heures, mais par contre vont t'expliquer que le carré de chocolat que tu vas boire, que tu vas Oui, il y a manger ça. avec C'est ton vrai. thé, ou que le café que tu vas boire, ça c'est une super giga drogue, et que ça c'est vraiment très grave et très dangereux. Alors il y a un peu toutes les substances qui sont impliquées dans cette histoire, hein. Tu peux avoir le sucre, tu peux avoir le café, tu peux avoir le chocolat, tu peux avoir tout ce qui est huile, junk food, tout ça. Et alors la version la plus populaire en ce moment, pour des raisons que nous allons peut-être avoir envie d'expliquer, je n'en sais rien, c'est l'alcool. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est suite à l'affaire d'un député LFI qui s'est fait prendre la main dans le sac en train d'acheter de la cam à un petit mineur, et qui, du coup, avait besoin d'une défense ad hoc. LFI et une bonne partie des mecs de gauche se sont mis à défendre l'idée que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, la drogue, c'est pas très grave, mais que par contre, l'alcool, oh là là, c'est extrêmement grave. Et alors, il y a eu 1000 nuances de cet argument. Il y a des mecs plus ou moins sérieux, il y a des gars Après, qui sont... après je t'interromps juste une seconde, mais parce que c'est Ouais. cohérent avec cette histoire effectivement de députés qui se fait prendre la main dans le sac. C'est aussi cohérent avec leur électorat qui est extrêmement anti-alcool. Si tu vois ce que je veux dire. Je parle Pour des d'un raisons, électorat d'importation. Voilà. voilà, et qui en ce moment en particulier enfin ce mois-ci en Oui. particulier sont particulièrement chafouins Voilà. sur cette question d'alcool. Oui, tout à fait. Bref, et en fait, c'est très amusant parce que du coup, il s'est lancé toute une stratégie de com. Et vraiment, c'est un leitmotiv, hein. Et au passage, c'est un des trucs que j'avais, entre guillemets, moi, le moins vu venir sur cette année. Tu vois, moi, j'aurais pas cru qu'on soit obligé d'expliquer que l'alcool est en fait moins dangereux que, je sais pas moi, de la cocaïne ou des trucs un peu plus vénères comme ça. Bon. Euh, mais en réalité, du coup, tu as tout ce discours-là qui s'est mis en place. Alors, tu as eu des versions un peu orientées santé, donc des trucs du style « Ah oui, mais ça a moins de conséquences physiologiques, tout ça ». Ça, c'est la partie, je dirais, à peu près respectable de l'argumentaire. Tu vois, c'est un argument médical, on peut éventuellement discuter de ça. Et tu as la version, on va dire, complètement grotesque du truc, c'est-à-dire qu'il y a un célèbre... Bozoesque. un célèbre youtubeur, twitcher, qui me cherche de temps en temps d'époux, en la personne de pas du ring, pas du team, enfin ce que vous voulez, qui nous a quand même expliqué que c'était gravissime parce que l'industrie du champagne avait des employés qui s'étaient blessés en collectant des raisins, et que donc les vendanges étaient une activité qui créait vraiment des souffrances humaines, et que donc, en fait, tous les gens qui défendent le fait de pouvoir boire un verre de champagne ont du sang sur les mains, beaucoup plus que les dealers. Voilà. Alors, ce genre de truc, j'ai pas compris. Est-ce que tu te rends compte quand même d'un truc, c'est que Paduring il parle tellement lentement, c'est-à-dire qu'en fait, le temps qu'il profère une connerie aussi énorme que celle-ci, il s'est peut-être écoulé 2 ou 3 minutes, tu vois, Oui. puisqu'il parle très très lentement. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 minutes, il aurait eu le temps de processer intérieurement ce qu'il est en train de dire en se disant bah attends je dis quand même de la grosse merde, et de s'arrêter et de faire non je peux plus, j'arrête, tu vois, en fait je suis en carte RN, tu vois. Genre, il fait son coming out, tu vois. En fait non, le gars va jusqu'au bout, et c'est là que tu vois qu'en fait il est mort à l'intérieur, tu vois, genre il est mort au sens où il a pas de vie intérieure, ce mec, parce que c'est terrible, sinon à un moment donné il dirait non mais attends je peux plus là, c'est trop, tu vois. En fait il ne peut pas croire. En fait, de deux choses une, soit il a moins de 80 QI, soit il croit pas à ce qu'il raconte, c'est pas possible. Parce que, je veux dire, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il est pas... Enfin, je pense que de temps en temps, il reçoit des petites demandes de la part de certains partis politiques de gauche qui lui disent « Tiens, ça serait pas mal de pousser telle ligne, ça serait pas mal de faire passer tel message. Je serais absolument pas étonné s'il y avait quelques échanges
de nature financière qui serait impliquée dans cette histoire-là. Mais je n'ai absolument aucune preuve pour cela. Donc... Moi, je me méfie de ce genre d'argument parce que tu sais, t'as des mecs, c'est comme quand j'avais clashé les romans de Juan Branco, enfin pas les romans, mais les pamphlets de Juan Branco. J'avais eu 1 million de commentaires, genre t'as été payé par Macron, t'as été payé par Gabriel Attal, pour qui est-ce que tu roules, enfin tu vois, genre voilà. En fait, à un moment donné, quand tu as une sensibilité d'un certain camp, et tu le sais très bien, tu vas avoir tendance à défendre des idées qui sont cohérentes avec ce camp, de sorte que si les partis qui défendent ce camp t'avaient payé, tu aurais dit exactement la même chose, mais ça veut pas dire que tu es payé par ces partis-là. Et en fait, tu vois, c'est comme les mecs qui disent que Papacito est payé par je sais pas qui, enfin tu vois, c'est des après, franchement, t'as des trucs injurieux comme ça. Cet argument très spécifique de en fait, le vrai problème, c'est pas la drogue, c'est l'alcool, je crois quand même que, si tu veux, il est trop bizarre en fait par rapport à l'histoire de la France, par rapport à l'histoire de la vie politique. Moi, je l'entends depuis quelques années. Hein. Moi, je l'entends depuis quelques années. Je me souviens quand j'étais au lycée, ça monte à un bon moment maintenant. Il y avait déjà ce genre d'argument en fait, genre oui, t'as plein de gens qui conduisent bourrés, ça fait peut-être plus de morts sur la route que les gens qui conduisent sous l'emprise de cannabis, etc. Oui, mais en fait, on compare des phénomènes où t'as un écart d'un facteur 100 en consommation, si tu veux. Mais si tu mettais littéralement n'importe quel joint à disposition de n'importe quel étudiant pour la modique somme de 3 euros, ce qui est le prix d'une bière dans un supermarché, je peux te dire que les dégâts, tu les sentirais facteur 1000, tu vois. Parce que c'est pas mieux en fait de conduire sous l'emprise de stupéfiants que de conduire sous l'emprise d'alcool. Genre, c'est littéralement pire en fait. On a l'affaire Palmade il n'y a pas très longtemps qui l'a encore prouvé. Enfin, je suis d'accord. Je suis d'accord, et en fait là où je voudrais peut-être rapprocher un peu ça de la littérature, c'est que tu sais, il y a un argument qu'on entend souvent, c'est que la drogue ça n'abêtit pas tant que ça, puisque tu as des tas de grands hommes ou de grands, pas forcément des écrivains, mais des grandes personnalités qui ont été addicts à différentes substances à plusieurs moments de leur vie, ou qui ont plus ou moins essayé. Alors tu as des choses quand même très très amusantes là-dessus, parce que tu as beaucoup de légendes qui circulent. Par exemple, je sais pas si ça se dit encore beaucoup, mais dans sa jeunesse, par exemple, Victor Hugo fumait du hashish. Et le fumer du hashish, notamment place de Clichy, il y avait un célèbre, c'était légal en fait à l'époque, on pouvait en fumer, il y avait des établissements spéciaux pour ça, et il allait se droguer avec Gérard de Nerval, avec comment il s'appelle, avec Baudelaire aussi, et avec Théophile Gautier. Voilà. Et bon, si tu veux, comment dire, la vie de Victor Hugo, qui est une vie de titan, d'ailleurs la vie des autres aussi, que j'ai cité, n'est pas réductible à cette simple consommation de drogue. C'est pas des mecs qui bédavaient toute la journée, tu vois. Ils étaient pas c'est pas bloqué, tu vois. Ils étaient pas Orelsan et Gringe dans leur salon, tu vois. Et puis après, quand tu vas vers le 20e siècle, t'as des gars par exemple comme Junger, qui avait fait Approche, drogue et ivresse, donc un essai dans lequel il analyse les effets de la prise de drogue sur lui, etc. Mais c'est un truc qu'il a fait quand il avait déjà 75 ans. C'est-à-dire qu'il avait déjà écrit la plupart de ses grands romans, il avait déjà vécu 2 guerres mondiales, il avait déjà eu une vie complètement incroyable et hors norme quand il a fait ça, et c'est jamais devenu un junkie. En fait, faut bien comprendre que si vous essayez quelque chose, bon bah c'est tant pis, vous avez essayé, mais pourquoi pas. Après tout, ça peut être enrichissant dans une certaine mesure, j'imagine. En revanche, l'addiction, tous les auteurs qui ont commencé à devenir addicts à des produits vraiment addicts, pas juste essayer, pas juste essayer des produits qui pouvaient les rendre addicts, c'est ça que je veux dire, et ben en fait ils l'ont payé très cher. Je veux dire, Hemingway par exemple, il y a eu l'alcool, il y a eu les médicaments aussi à la fin de sa vie parce qu'il souffrait énormément. C'est qu'à la fin de sa vie, il avait quand même eu du mal à sortir ses meilleurs bouquins. Alors, il y a eu Le vieil homme et la mer, mais il avait quand même essuyé quelques bides avant, tu vois. Et donc, en fait, il y a une espèce de relativisme, mais ça, c'est l'arme de la gauche, c'est le relativisme. Il y a une espèce de relativisme qui consiste à vouloir, dire que c'est pas si grave de se défoncer, alors que en fait, c'est quand même vraiment un problème. Et en plus de ça, maintenant, ils te disent que c'est pas si grave de se défoncer, mais par contre c'est très grave de boire de l'alcool. Donc en fait, si tu veux, ils essaient d'attraper l'argument par les deux bouts, et en fait on voit bien que la structure générale de leur argumentation ne tient pas, et que en fait il faut pas être dupe de ça. Si ces gens vous vendent cette espèce d'opium du peuple, pour reprendre une expression qu'ils aimeraient bien, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une volonté de vous contrôler et de vous asservir. Bah écoute, alors moi je raconterai peut-être un peu plus tard une anecdote sur, j'ai connu un gars qui a vraiment été détruit en fait par le cannabis, donc ah oui, moi j'en connais aussi, hein. Mais en tout cas sur la partie créativité, parce que ça faisait partie de l'infographie pour enfants de 4 ans, donc je l'ai débunk. Choupi prend du THC. Je n'ai pas trouvé de méta-analyse sur le sujet de la créativité sous cannabis. Par contre, j'ai trouvé 2 études qui se complétaient assez bien et qui donnent un aperçu intéressant, je trouve, parce qu'elles changent en fait la perspective. Bon, en gros, la première étude, elle te disait quoi ? Elle te disait que, en fait, quand tu fais ça à petite dose, il n'y a quasiment pas d'influence.
Et que quand Ouais, tu le c'est ça. fais à grosse dose, en fait, bah, tu as du mal à converger vers des idées. C'est-à-dire que tu as un tourbillon de plein de trucs qui te passent par la Ouais. tête, mais tu n'arrives pas à aller creuser une idée jusqu'au bout. Et donc, en fait, c'est Ouais, tout à fait. Bah, contre-productif. comme quand t'es bourré d'ailleurs, en fait. Quand t'es bourré, t'as l'impression que t'as plein d'idées et pour le coup, ça se rapproche, quoi, tu vois. Bah Parce que. ouais, ouais, et c'est pour ça que tu te retrouves avec des trucs, tu sais, un peu, même je pense que par exemple Bref pourrait éventuellement se moquer de ce genre de truc, tu sais, le gars qui dans sa tête a l'impression qu'il est en train de, parce il a pas mal picolé, il pense que dans sa tête il a des idées super incroyables et que Ouais. il a vraiment une verve incroyable ce soir-là et qui va draguer n'importe quelle meuf, et vu de l'extérieur, bah en fait c'est juste un type qui a une langue pâteuse et qui raconte des trucs nazes, quoi. Bon. Ouais, tout à Donc fait. ça c'est le Ah premier oui. point, Ouais. et deuxième étude, en fait, les gars se sont penchés sur, ok, bah, qu'est-ce qui se passe en termes de créativité et tout ça. Et leur découverte, entre guillemets, là-dessus, c'était que, en fait, c'est pas du tout parce que les mecs ont pris des substances qu'ils étaient plus créatifs, c'est que le groupe de gens qui sont disposés à essayer des expériences avec des substances stupéfiantes sont en fait ceux qui sont les plus ouverts à des nouvelles expériences. Et du coup, c'est des Ouais, gens qui sont bien sûr. naturellement plus créatifs en fait, parce que juste ils sont plus ouverts à avoir des idées différentes, à tester des trucs différents, etc. Et donc, en fait, la conclusion des gars, c'était bah non, en fait, c'est pas la substance qui change quoi que ce soit, c'est le fait que bah, c'est juste les gars qui sont prêts à prendre ce genre de substance sont en moyenne plutôt plus ouverts à des nouvelles idées et de Ouais. nouvelles expériences. Et là, il faut apporter quand même une précision importante, c'est que être plus créatif ne veut pas dire être plus talentueux. T'as des gens qui Oui, sont aussi, moins ouais. créatifs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, en fait, t'as toujours cette idée que le grand génie, c'est celui qui. Parmi la masse des gens plus créatifs, il y en a un qui va se droguer, qui va être. Comme il a un génie, il va faire un truc incroyable à côté. Non, pas forcément, parce que si tu veux, si tu peux prendre toute la drogue que tu veux, en fait, et être très créatif, si t'as pas de talent à côté, tu vas dessiner des bonhommes avec un feutre et ça va s'arrêter là, tu vois. Tu vas pas aller faire la Joconde, mon pauvre ami, tu vois. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est important à comprendre. C'est une thématique qu'on retrouve un peu dans le. Je sais pas si tu l'as lu dans le loup des steppes de Herman Hesse. Ouais, Tu sais, il y a, je raconte un peu l'histoire en très très vite vas-y, vas-y. pour ceux qui l'auraient pas lu, mais allez le lire parce que c'est un excellent bouquin. Herman Dans le Hesse, loup en des steppes, général, écrit ouais, quasiment que ouais, des bangers, hein, franchement. ouais, exactement, exactement. Et alors tu vois, Herman Hesse justement, bah, c'est très autobiographique, hein, le loup des steppes, mais il raconte comment c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Harry, qui est un homme assez reconnu dans le domaine des lettres. Ça se passe dans l'Allemagne juste après enfin, dans l'entre-deux-guerres, quoi. Et en fait, il a 50 ans, mais en fait, physiquement, c'est une loque, tu vois. Genre, il est plus capable d'aimer, il a plus d'allant, il a plus de force, etc., etc. Et par une série de rencontres complètement hasardeuses d'ailleurs, il va se lier d'amitié avec de jeunes danseuses aux mœurs assez légères, des fêtards, des jazzmen, etc., etc. Et il va en fait, comment dire, se régénérer un peu à leur contact, alors qu'en fait c'est un monde complètement de fêtes et voilà, mais qui est présenté sous un jour très très positif. Et si tu veux, là-dedans il y a de la prise de drogue, et d'ailleurs le livre se termine par une grande plusieurs chapitres de comment dire de trip, comme on dit, complètement fou. D'ailleurs ça s'arrête au milieu du trip, hein, il n'y a pas de il y a pas de moment de retour à la réalité à la fin. Et en fait, si tu veux, effectivement, si t'es Herman Hesse et que tu fais ce genre d'expérience, ça peut se transcender, mais ça, c'est déjà une personne sur un million. Et je pense qu'Herman Hesse aurait quand même écrit des bangers et il aurait quand même pu délivrer. Parce que ce qui est intéressant dans ce roman, en tout cas pour notre lecture d'aujourd'hui, parce que les hippies des années 70, ils aimaient beaucoup l'aspect drogue là-dessus, mais pour notre lecture à nous aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce roman, je crois, c'est beaucoup plus le côté un peu. C'est un peu Jordan Peterson, quoi, un peu le coach, le mentor, tu vois, qui est là-dedans. Et en fait, comment dire, Herman Hesse aurait pu le faire sans, à mon avis, sans faire l'expérience de la drogue, juste peut-être en sortant un peu de son cocon et en allant fréquenter les avant-gardes de son temps, sans aller jusqu'à prendre de la cocaïne, etc., comme c'est raconté dans le bouquin, tu vois. Et en fait, je pense il faut pas genre amalgamer, etc., sinon tu t'en viens à vouloir faire ce genre d'expérience parce que tu te dis, bah ça va stimuler ma créativité, ou si je suis créatif, ça va révéler mon potentiel, alors qu'en fait, non, pas du tout, en fait. Ouais, non, je suis assez d'accord. En fait, je pense que c'est vraiment un biais d'interprétation de se dire oh là là, ça va changer ma vision des choses. On n'a pas encore mentionné son nom, mais tu vois, typiquement, tu prends Amélie Nothomb,
qui a... Ah, je voulais en parler. Ouais, justement, l'ayahuasca, putain. Voilà, et en fait, L'ayahuasca. Quel dossier. je sais pas si tu sais qu'il y a eu un espèce de drama interminable aux US sur le YouTube américain avec une petite chaîne, enfin une petite chaîne, non, pour les Américains c'est une petite chaîne, mais pour nous c'est énorme en fait, c'est l'équivalent d'un Raptor ou de, enfin, Ouais. le gars il doit taper 1,5 million d'abonnés ou un truc comme ça quand même. Ah oui, ça Qui fait 2 Raptors alors. qui s'est en fait lancé dans une soi-disant autobiographie. Alors la chaîne s'appelle What If Alt Hist. Bon, Ouais. en gros, c'est un mec qui essaye. Alors à la base, il essaie d'explorer l'histoire et puis après, il est parti un peu en vrille et il s'est lancé dans une sorte de live pour raconter sa vie et tout. Et très clairement, le gars était défoncé et Ouais. après, il a plus ou moins admis que oui, il avait testé de l'ayahuasca et je sais pas quoi. Et Ouais. euh, Tester de l'ayahuasca, genre, c'est pas un truc. genre, en tu fait, vois, si tu veux, comment dire, ce live a littéralement plus ou moins mis fin à sa carrière. C'est-à-dire que, enfin, Ah ouais. à partir carrément. du moment où il a été sorti, genre à chaque singulière vidéo qu'il a publiée après, eh ben, ça s'est transformé en véritable bataille dans les commentaires pour lui expliquer qu'en fait, en gros, c'était un mec pas fiable, pas crédible, complètement taré et tout ça. Enfin bref, ce truc est devenu un drama. Ça a duré 2-3 mois. Ok. Et ça m'a rappelé un peu cette histoire d'Amélie Nothomb. C'est que je pense que des gens comme Amélie Nothomb, si tu veux, ont au moins eu la pudeur et la décence de faire leur petit test un peu bad trip discrètement. C'est-à-dire que c'était Attends, pas attends, encore sur t'as l'impression TikTok en live pendant 8 heures, tu vois. T'as l'impression que Nothomb, elle l'a fait en mode discret parce qu'elle a quand même littéralement voulu sortir des bouquins dessus. Oui, mais Elle a quand même, son éditeur a eu la bonne idée de l'en empêcher. Ouais. Genre Albin Michel qui l'a sauvé en mode de dernière minute là-dessus. Non, mais tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait aussi, ça a été filmé. C'est qu'en fait, tu sais, avant de prendre de l'ayahuasca, tu sais, Ah, je savais même pas qu'elle avait été filmée. Ouais, en fait, alors, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Amélie Nothomb ayahuasca. En Oula. fait, tu vas avoir une vidéo en 360p où elle parle en anglais, mais du coup avec un accent belge, enfin Attends, mais franco-belge à j'ai couper envie au de voir couteau. ça, moi. Et elle fait. Mais t'as pas vu ma vidéo? J'en ai mis des extraits dedans. Où elle fait genre. Elle termine en disant Thank you ayahuasca. Voilà, et en gros, en fait, c'est ce que tu sais, avant de prendre de l'ayahuasca, tu te filmes en fait et tu racontes un peu ta vie et ce que tu espères trouver de transcendant et de mystique dans la prise de cette saloperie, tu vois. Ok. Et voilà. Voilà. Bah, j'irai regarder ça parce que vraiment ça m'intrigue là maintenant. C'est long en plus, hein, je crois que ça dure une bonne dizaine de minutes hein, dans ma Ah dans ma ouais, tête. Et puis comme elle parle lentement, c'est long. Hein. Vraiment, c'est du pas du ring version féminin. Hein. Ouais, non, parce que. Enfin, je sais pas, moi, c'est. En fait, c'est vraiment, tu sais, les gars qui. Pour moi, c'est un peu des tentations de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans leur vie, en fait. Enfin. Ouais, je pense que c'est ça. Tu fais ça, et tu te sais... dis waouh, en fait j'ai testé un truc, et en fait bah, t'es là, tu fais ok, d'accord, tu t'es juste flingué le cerveau en testant un truc quoi. Non, attends, je vais dire un truc plus fort que ça, moi, c'est que quand j'ai sorti la vidéo sur Amélie Nothomb, et en gros, où dedans je me fous de la gueule de l'ayahuasca, je veux dire, l'ayahuasca c'est littéralement comment dire, un truc qui te paralyse le cerveau, quoi, en gros, et qui en fait, t'es au bord de la mort pendant plusieurs heures, et du coup, en fait, t'as des espèces de visions. Je dis pas que ça peut pas être intéressant d'avoir des visions, je dis que ça vaut pas le coup de se mettre dans cet état-là, et que, en fait, c'est utilisé comme rite de passage dans certaines tribus aborigènes, ok. Donc je m'étais foutu de la gueule de tous les petits whites, tous les petits blancos qui vont se faire des tripes à l'ayahuasca. En plus, ça coûte à mon avis très très cher dans les pays autour de l'Amazonie. Et si tu veux, j'ai eu des mecs dans les commentaires qui venaient en disant tu es très fermé d'esprit. Merci beaucoup. Et qui me disait aussi que je devrais vraiment m'y mettre et que ça me ferait beaucoup de bien, etc. etc. Merci, je choisis de vivre en fait. Voilà, j'ai choisi d'avoir un cerveau fonctionnel. Toi, tu as choisi d'être débile, donc du coup, tu es socialiste. Mais excuse-moi, du coup, il faut que moi je finance le modèle social qui te permet d'exister. Voilà, donc continue à prendre de l'ayahuasca dans ton coin et à voter pour je sais pas quel imbécile, tu vois, de la France insoumise. Et laisse les grandes personnes parler, tu vois. Et en fait, c'est terrible parce que je me suis aperçu qu'il y en avait quand même quelques-uns qui venaient, je pense, qui représentent que même, mais c'est-à-dire qu'on a quand même des gens autour de nous qui se disent prendre un truc aussi violent que l'ayahuasca, parce que c'est pas genre un petit bédo en soirée, hein. C'est vraiment un truc qui peut te flinguer où tu signes une décharge avant, etc. Tu vois. Et je me dis qu'il y a quand même des mecs qui viennent et qui t'en font la promotion. Bon, tu me diras, il y a bien des gens qui défendent le communisme, tout est possible après. Oui. Alors après, tu vois, dans les trucs qui sont régulièrement discutés, sur un certain coin de l'internet, il y a aussi un peu le pipeline qui te fait passer de trucs doux, donc le petit joint tranquille machin, jusqu'à des trucs super hardcore. Et figure-toi qu'il y a un débat, je suis dans une partie de la communauté internet et un peu moins dans la communauté scientifique,
sur est-ce que c'est Étrangement. est-ce que c'est un vrai truc ou pas en fait. Donc C'est un vrai truc, moi je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des personnes s'enfoncer en suivre le canal comme ça et ne jamais s'arrêter. Donc c'est un vrai truc. Moi je te dis que ça existe. Hein. ouais, alors moi franchement j'ai au moins 2 bonnes raisons de le croire. J'ai une raison qui est de l'ordre de la méta-analyse en fait, c'est littéralement des études scientifiques. Donc à part au Japon, le Japon semble être une exception parce qu'en fait comme toujours, hein, le cannabis est extrêmement rare là-bas. Donc en fait, il est assez peu probable que les gens atteignent certaines drogues en partant de ça. Par contre, tu sais dans à peu près tous les autres pays, c'est le cas. Voilà. Mais tu sais qu'au Japon, les Yakuza interdisaient le trafic de drogue pendant longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un essayait de trafiquer de la drogue, il le coupait en petits dés, taille lardon, pour déflamer une cuche, tu vois. Et le mec, il le terminait avec des sabres façon Kill Bill, parce que le gars avait essayé de refourguer la drogue. Donc pendant longtemps, ça a été un espèce d'énorme tabou. Et je crois que ça s'est un peu relâché ces dernières années, mais ouais, effectivement, au Japon, ils ont peu de problèmes de drogue, ou en tout cas des problèmes beaucoup plus ciblés et beaucoup plus réservés peut-être à des diasporas, enfin des expats comme on dit, quoi, des lieux diplomatiques, des milieux politiques, etc. Enfin tu vois, c'est peut-être plus ces choses-là, ouais. Ça m'étonne pas ce que tu me dis. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que si quelqu'un vous dit, j'ai le chiffre exact, si je me trompe pas, je vous dis ça de mémoire, mais je suis à peu près certain que c'est ça, 21,7% des Français qui ont consommé des drogues dures n'ont jamais consommé de cannabis par exemple avant. Ah ouais, donc t'as des mecs donc, genre leur starter pack c'est l'héroïne en fait, c'est ça que t'es en train de dire. C'est à peu près 20%, c'est-à-dire en gros c'est un cinquième quoi. Donc tu as à peu près un mec sur 5 qui est arrivé direct sur des drogues super dures, mais les 4/5e sont partis de trucs un peu je commence par tester un truc avec les copains, machin, et puis petit à petit ils ont escaladé et ils sont arrivés dans des trucs super violents. Voilà. Attends, mais il y avait pas un putain, alors peut-être que tu auras la référence, ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelle, mais genre un truc genre le papillon bleu ou un truc comme ça. Je me souviens plus du nom exact, mais peut-être tu pourrais retrouver. C'était le journal, en fait, le journal intime d'une américaine, si je dis pas de bêtises, qui était morte à 16 ans de la drogue justement, et qui avait raconté ça en fait au jour le jour. Et ça avait été un énorme succès de librairie. Alors si je dis pas de bêtises, dans les années, c'est vieux, hein, les années 80 peut-être, même peut-être avant 70. Et en fait, ça avait été utilisé comme élément de propagande par le gouvernement américain quand ils faisaient leur politique anti-drogue. Mais c'était un texte. Comment ça s'appelait ce truc? Putain, je vois marqué l'herbe bleue. Ah, c'était l'herbe bleue alors. C'est possible que ce soit l'herbe bleue. Attends, je vais regarder en même temps. Vas-y. Je fact-check ce que je dis en temps réel. Si jamais vous avez le nom, dites-le dans les commentaires. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça que j'avais en tête. Et alors dans ma tête, c'était une histoire vraie, mais là je vois que que ça a été attribué finalement à une romancière. Bon, peut-être qu'en fait tout ça est un scam depuis le début, mais en tout cas, ce qui était intéressant dans ce texte, c'est que tu suivais vraiment la déchéance et l'impossibilité vraiment de. Parfois il y a des élans de lucidité où on veut sortir de la drogue et on n'arrive pas à en sortir, et c'est ça que tu suivais, et la pente irrémédiable vers la mort, et c'est ça qui était quand même très très fort et intéressant là-dedans, tu vois, parce que je trouve que trop souvent dans les œuvres d'art en général, mais dans la littérature en particulier, il y a une forme de complaisance avec ça, c'est-à-dire que au fond c'est pas si grave, ou quelque part c'était le destin et tu peux rien y faire, etc. On est très fataliste, les occidentaux, dans la littérature, c'est un peu un problème. On en parlait avec l'histoire d'Ayn Rand. Et j'ai cité Ayn Rand, t'as vu? Hop, ça y est, il l'a placé. Le contrat est respecté. Voilà. Moi j'aimerais bien signaler deux films qui sont. Il y a 2 films qui m'ont vraiment marqué sur ce sujet-là. Ouais. Le premier, c'est un film ancien. C'est un peu, voilà, on se la joue artistique par ici. Hein, voilà, on peut. Allez. C'est un film est-ce que c'est la source vive? Preminger avec Frank Sinatra et Kim Novak, qui s'intitule L'homme au bras d'or en français. Vous avez littéralement une scène, comment dire, ça doit durer 5-10 minutes, je sais plus, peut-être un peu plus même, où tu as un type qui essaie de se sevrer et il passe 3 jours à hurler d'agonie sur un lit en essayant de se sevrer. Ah, putain. C'est incroyable, franchement. Allez voir ce film, il est insane, super beau noir et blanc au passage. Ça s'appelle comment, tu m'as dit? L'homme au bras d'or? L'homme au bras d'or. D'accord. Voilà. Et l'autre film, je pense que tu l'as vu, c'est Requiem for a Dream. Alors je l'ai pas vu parce que tu sais, moi j'ai une énorme banger parfois avec des lacunes comme ça. Des années quoi? C'était début des années 2000 ou fin des années 90? Oui, c'est pas si vieux. Hein. C'est pas très très vieux, c'est en couleur pour le coup.
Et c'est vraiment la descente aux enfers du petit couple amoureux qui aime bien d'abord tester des petites expériences nouvelles, etc. Et puis alors après, petit à petit, elle commence à se prostituer, lui commence à avoir des séquelles, des problèmes de santé. Enfin, oh là là, c'est horrible. Voilà. Si vous êtes parent et que vous avez des gamins ados qui vous disent que finalement c'est pas si grave de fumer un joint, montrez-leur ce genre de film. Vous allez voir, ça fait très bien le taf d'éducation. Ouais, alors oui, parce que ça c'est une bonne question effectivement. Quand t'es ado et que t'es entouré de pop stars qui prennent de la drogue, enfin ton imaginaire est entouré de ça, il est entouré peut-être de livres ou d'œuvres qui ont été produites par des gens qui ont parfois fantasmé aussi une image de drogués, ils se sont redonnés des airs, etc., alors qu'ils n'étaient pas forcément autant que ce qu'ils disent. Quel conseil tu donnerais à des parents pour arriver à soustraire leurs enfants à ce genre d'influence? Parce que parfois, même si tu donnes une éducation très saine, le milieu scolaire ou les fréquentations, les amis, les aléas de la vie peuvent parfois donner de mauvaises idées au moment de la puberté. Est-ce que tu as des pistes comme ça? Est-ce que tu veux faire l'éducateur? Voilà, c'est Mos Maiorum, le grand frère. Moi, franchement, si je devais faire Mos Maiorum, l'éducateur, je pense que je dirais déjà trier les fréquentations. Je pense que ça représente 90% des problèmes en fait. Enfin, tout simplement, juste le simple fait de ne pas laisser ton gamin partir dans une soirée chelou avec des mecs que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Déjà, tu vois, avant de le laisser partir sur une soirée, tu t'assures que tu connais les gars qui y seront. Ça a l'air de rien, mais tu vois, c'est des petits tests comme ça qui, en général, font que tu évites les gros problèmes. Je crains que ce soit insuffisant. Moi, je connais comme ça l'histoire d'un mec. Si tu veux, en fait, il avait des amis qui étaient de bonne bourgeoisie, tu vois. Ouais. En fait, en gros, il les avait pas vus depuis un petit moment. Et quand il était étudiant, il va faire une soirée avec eux, mais dans un appart, tu vois, avec plein d'autres gens, etc. C'était vraiment une soirée étudiante et tout. Et en fait, ces deux potes qui étaient devenus des espèces de mondains, et ils avaient de la coke dans leur poche, et ils en ont filé au gars. Et puis de fil en aiguille, il est tombé dans la coke. Puis après, il est tombé dans l'héroïne. Et il s'en est sorti, mais très très difficilement. Ça lui a pris des années en fait pour s'en sortir à peu près, alors que tu vois, ils étaient des amis de collège qui connaissaient depuis des années, qu'il a revu dans un cadre familier sécurisant, c'est pas quelqu'un qui avait des problèmes dans sa vie particuliers à ce moment-là, enfin tu vois, c'est donc je trouve que ton conseil il est bon, mais je ne sais pas s'il sera suffisant à lui tout seil. Je sais pas s'il est suffisant à lui tout seul, je suis d'accord, surtout qu'au passage il y a des écosystèmes où de plus en plus en fait tu as des écosystèmes qui t'ont l'air de loin préservés de tout ça et qui en fait sont quand même imbibés de tous ces problèmes-là. Je pense notamment à l'enseignement catho un peu cher, tu vois. Genre pas le petit collège catho un peu basique. C'est un très bon exemple. Mais je pense à un certain collège parisien qui commence par un S et qui termine par un S d'ailleurs. Et qui... c'est ça. C'est là où Amélie Oudéa Castéra mettait ses enfants, c'est ça? Je crois, ouais. Qui, en l'occurrence, a un problème de notoriété publique, quasiment, avec la consommation de drogue, parce que tu as des gamins qui ont un pognon tel que globalement, je te raconterai une histoire après. En fait, eux pour le coup, c'est simple. En vrai, n'importe quel truc, ils se le commandent en passant par Snap en 3 minutes. Il s'est livré devant chez eux. Tu vois. Moi j'ai des mecs qui étaient next level encore. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un voisin à une époque qui était un mec qui était en école de commerce après avoir fait prépa dans ce fameux bahut que tu viens de citer. Donc je sais pas pourquoi on n'a pas le droit de dire son nom, mais du coup je dis pas son nom. Et en fait, pour éviter de se prendre une attaque en justice. Donc, il était dans une très grande école de commerce, voilà, dans les toutes premières du classement. Et en fait, il avait sympathisé avec des étudiants en chimie de l'ENS. Ok. Ils faisaient ensemble du LSD dans une baignoire. Faut t'imaginer que les mecs étaient en train de faire ça, et après du coup ils le conditionnaient, et le côté école de commerce prenait le relais et ils le diffusaient autour d'eux, tu vois, et en fait ils étaient en train de devenir Breaking Bad avec du LSD maison, tu vois. Et en fait, si tu veux, ça veut dire que même dans des milieux, tu vois, on pourrait se dire très éloignés de la drogue, c'est pas ambiance cultivateur de hashish dans les montagnes de l'Atlas, tu vois, pas du tout. Donc là, c'était vraiment drogue de synthèse et tout, mais à la base, les mecs ont juste fait ça pour eux, puis pour leur soirée, leurs potes et tout. Puis c'est vrai, ils ont commencé à être connus, puis ils ont commencé à venir les voir. En fait, c'est vraiment une success story de business. Mais en fait, bon, au bout d'un moment, les mecs se sont arrêtés parce qu'ils se sont dit, mais si on se fait choper, nos carrières sont foutues. Alors qu'en fait, on a envie de devenir CEO de grosses boîtes, trucs comme ça, on n'a pas envie de partir dans des trucs comme ça. Donc voilà, je crois qu'ils ont arrêté, donc pas peine de venir me questionner, je ne sais rien, mais par contre effectivement, tu vois, même dans des milieux privilégiés comme ça, tu peux être confronté à, même peut-être plus encore, à ce genre de problème. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est pas un problème de classe sociale en fait. Enfin, t'as plusieurs types de consommation qui dépendent en réalité de ce que les gens recherchent.
En gros, enfin, t'as des diagrammes relativement clairs dans la littérature scientifique là-dessus. J'ai plus la classification exacte en tête, mais en fait, si tu veux, tu as des choses qui ont tendance à être plutôt stimulantes et des choses qui ont plutôt endormantes, on va dire ça comme ça. Typiquement, le joint en fin de soirée, c'est plutôt calmant que stimulant. Et à l'inverse, une certaine poudre blanche qu'on a mentionnée 2-3 fois dans ce podcast est plutôt du côté stimulant. Bon, et donc, et je crois d'ailleurs que le troisième pan du triangle, c'est la partie psychédélique, tout ça en fait. C'est le troisième axe, c'est le truc qui te fait un peu délirer, avoir des visions bizarres, tout ça. Et en gros, les gens, ils recherchent l'un de ces trois effets, et tu as des trucs un peu différents en fonction de la classe sociale dans laquelle tu es et de tes moyens financiers. C'est-à-dire que le mec qui est vraiment friqué va privilégier certains types de consommation. Le mec qui est vraiment fauché va aller prendre des trucs de synthèse chimique un peu pourris et va se dire, en fait, c'est bon, ça fait pareil. Et c'est un peu tout le problème, par exemple, du fentanyl qu'il y a aux US. C'est ça, c'est en fait c'est vraiment de la cam pour mec fauché, quoi. Et tu connais comment il s'appelle ce roman, Trainspotting? Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais. Il y a un film qui a été tiré après. Parce que j'avais. Ouais, ça, exactement. Le film, ça fait un peu comme l'Orange Mécanique ou ce genre de film. Le film a fait oublier qu'il y avait un livre à la base en fait, mais voilà, il y a un livre et qui décrit en fait genre les mecs vraiment fauchés, le côté racaille et en même temps comment dire. Addict à la drogue, mais vraiment de bas étage dans l'infra ultra sous l'open prolétariat des régions urbaines, quoi. Enfin, des aires urbaines. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu plus de l'impact que ça a en littérature? Parce que je vois que le temps défile et que des gens vont s'agacer en disant « ils ont parlé, mais ils n'ont pas dit... Bon, on a quand même dit beaucoup de choses. On a parlé d'Hermann Hesse, on a parlé de Hemingway, on a parlé de Victor Hugo, on a parlé quand même de Amélie Nothomb, figurez-vous. Même de Amélie Nothomb. Et voilà, ça c'est pas de la littérature, ça. En fait, c'est une bonne question parce que t'as des gens qui ont eu en fait un rapport très dans les années 60-70, un rapport très naïf à la drogue et qui ont essayé parce que ça faisait cool entre guillemets, tu vois, je pense à des mecs comme Roland Barthes, comme l'inénarrable Jean-Paul Sartre, enfin ce genre de choses, tu vois. Et en fait, quelque part, si tu veux faire ce genre d'expérience quand tu as déjà entre guillemets fait ton œuvre, en fait, pour les exemples que j'ai donnés là, vous savez ce que j'en pense de leur œuvre, mais voilà, ils avaient déjà dit des choses. C'est pas la même chose que se bousiller un cerveau, qui est quand même un cerveau jeune, qui est en pleine possession de ses moyens, qui a tout à faire, qui a tout à développer, etc. Le côté gâchis est peut-être plus grand. Alors je cherche un exemple de jeunes qui se seraient bousillé le cerveau avec ça, peut-être Rimbaud, ça c'est un exemple qu'on pourrait mobiliser, mais je suis pas assez spécialiste pour me lancer là-dessus. Je sais que Rimbaud cultivait des légendes. Oui, et même Rimbaud, tu connais probablement sa carrière mieux que moi, mais il a écrit que quand il était jeune et ça n'a pas duré très longtemps. Quasiment, il a tout écrit quasiment en 24 ou 36 mois, je sais plus. Et après, il y a quelques autres trucs, notamment des lettres dans la deuxième partie de sa vie, etc. Mais l'œuvre qui fait connaître Rimbaud, effectivement, tout était plié quand il avait 20 ballets. Donc c'est un cas très, très particulier. Et effectivement, alors Rimbaud, il y a eu des abus de toutes sortes. Hein. Il a brûlé la vie par les deux bouts. Il y a eu des abus d'alcool. Il y a eu certainement beaucoup de maladies tropicales, probablement des maladies vénériennes aussi. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses. Il a terminé, je le dis pour ceux qui ne savent pas, mais il a terminé rapatrié d'urgence à l'hôpital de Marseille. Il était en Abyssinie, dans l'actuelle Éthiopie, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Et en fait, il a terminé amputé de la jambe, gangrène. C'était pas. Il est mort à 36 ans, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'avais en tête. Ouais. Donc en fait, pourquoi terminer dans cet état-là? Et puis peut-être un contre-exemple quand même intéressant, c'est le cas de Huxley, qui avait été allé prendre de Aldous Huxley, hein, qui a écrit Le Meilleur des Mondes, pour ceux qui le connaîtraient pas. Et il prenait de la mescaline de lui, et il avait fait des espèces de tripes dans une mais ça c'est très américain, tu vois, enfin très anglo-saxon en tout cas, le côté aller dans une cabane au fond du désert, avec 0,0 confort, prendre de la mescaline et phaser, tu vois. Genre il y a un concept qui m'échappe un peu, mais bon, quelque part ça a inspiré beaucoup de gens après lui. Huxley, alors pour le coup c'est vraiment intéressant. En gros en France on le connaît quasiment exclusivement pour son bouquin sur Le Meilleur des Mondes. Et en fait c'est pas vraiment représentatif de toute son œuvre, d'assez loin, parce que c'est un gars qui a écrit pas mal de philo un peu austère aussi en fait à côté.
Ouais, mais il était prof à Eton et ça a été le prof de George Orwell. Je suis obligé de le dire pour les gens qui ne le savent pas. C'est qu'en fait, t'as littéralement le mec de 1984 qui a eu comme prof le mec du meilleur des mondes. Je sais pas si tu vois la méta incroyable de cette histoire. Ouais, non, mais attends, et puis même. Et ils s'entendaient bien en plus, hein. C'était pas genre un prof comme ça, tu vois. Genre ils s'entendaient bien les deux, ils ont échangé des lettres et tout. Hein. Imagine le style de la classe, quoi. Enfin. Bah, alors, et justement, Orwell disait que Huxley n'était pas du tout fait pour la carrière professorale et qu'il ne tenait pas sa classe, qu'il se faisait pas respecter, que c'était nul à chier, qu'il avait aucune éloquence. Enfin, genre vraiment, genre il a pas du tout laissé une image de Huxley comme un grand tribun qui était le best prof ever, tu vois. Mais alors, dans le meilleur des mondes, tu as une description d'un certain type de substance un peu psychotrope le soma. sous la forme T'as du le soma. mais c'est une idée qui l'obsède un peu parce que tu as un peu la même chose aussi dans un autre bouquin qui est vachement moins connu, qui s'appelle L'île. Island en anglais pour ceux qui voudraient lire en anglais. Je vois ce que c'est. Je l'ai pas lu mais je vois ce que c'est. Il existe en version poche. Moi je l'ai en version poche quelque part. Ok. En français. Ouais, en français. Ok. Et bon, perso, j'ai un peu eu du mal à accrocher. Enfin, vraiment, tu vois, ça fait partie du bouquin. Je sais même plus si je suis allé jusqu'au bout. C'est possible que je l'ai lâché à genre 2 tiers, tu vois, un peu en mode j'en ai un peu marre là. Voilà. 2 tiers, faut finir, hein, frérot. Hein. 2 tiers, c'est. Tu vois, t'as fait le plus gros, faut y aller, quoi. Ouais. Après, si tu veux, en gros, tout le concept, c'est d'explorer une sorte d'utopie un peu étrange sur une île perdue au milieu alors de mémoire du Pacifique. Je crois que ça s'appelle l'île de Pala. Et t'as un bonhomme qui se retrouve un peu propulsé là-dedans et qui découvre que toute la société est structurée avec de la prise de psychédéliques qui permet une sociabilité et tu vois, de se sentir plus cool les uns envers les autres, tout ça. Ouais. Bon, et c'est le moment où, j'avoue, moi j'ai un peu lâché parce que il y a un petit côté... alors peut-être qu'il y a des gars qui... Tu t'es dit, qu'est-ce que c'est que ces bolcheviqueries? Il y a peut-être des gars, si tu veux, qui ont fait l'expérience et qui se disent... Ouais, mais tu vois, vraiment, moi, ça m'a ouvert l'esprit, je comprends mieux, tu vois, machin. Moi, si tu veux, je suis un peu hermétique à ça. Et vraiment, j'étais un peu... Enfin, je me suis dit, bon, ok, d'accord, le concept, c'est qu'on structure une société sur le fait que tout le monde se défonce une fois de temps en temps de manière collective. Bon, super, pourquoi pas. Moi, je trouve ça très sympa quand je le vois sur des vidéos d'Amazoniens ou de Péruviens chelous. Ouais, mais à part ça... Dire, ou de papou. Bon, ouais. C'est pas trop un trip, tu vois, j'imagine pas trop une société où... Patrick Pouyanné se défonce avec 8 de ses employés tous les soirs au pif, tu sais. Le concept m'échappe. Voilà, attends, la sociabilisation sera incroyable. Mais en fait, tu sais, oui, en fait, c'est assez bien étudié, je crois. Alors, je vais pas me faire le spécialiste d'ethnographie ou quoi, mais je crois que c'est assez bien étudié. Tu as beaucoup de sociétés primitives dans lesquelles tu avais justement des festins rituels. Suivi de tu sais le fameux potlatch qu'on retrouve d'ailleurs chez comment il s'appelle chez Kluskar mais de toute façon tu sais c'est un potlatch, c'est quoi, c'est un festin où en fait on régale tout le monde pour montrer sa puissance et donc en fait souvent c'était suivi de beuverie / substances hallucinogènes en fonction des denrées locales et puis souvent d'une énorme touze comme dirait Lucchini, c'est à dire que tout le monde grimpait sur tout le monde et c'était très codifié, c'est-à-dire que ça arrivait 1 fois par an ou 2 fois par an ou voilà. Bon, spoilers, c'est généralement pas des sociétés qui ont passé l'époque du moteur à vapeur, tu vois. Genre ça, il y a un moment donné, elles ont disparu étrangement, voilà, emportées dans leur vapeur d'ayahuasca. Donc bon, je pense pas que ce soit... Mais tu sais, dans les années 60, c'était vraiment à la mode. Et même tu vois, prends un mec comme Tolkien, par exemple, qui était tu sais, le daron intransigeant, l'érudit à l'ancienne et tout, à l'anglaise, voilà. Et... en fait, tu sais, il y a le fameux moment où tu as les Beatles qui voulaient adapter Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si tu connais cette histoire. Oui, si, ça me dit un truc. Ouais, en gros, les Beatles voulaient récupérer Le Seigneur des Anneaux. Alors, je sais plus comment ils voulaient rétablir les rôles, mais je crois qu'en gros, c'était Sam, ça aurait été Ringo. John Lennon, c'était Bilbon. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Bon, et en fait, il y a un moment donné où, en fait, ils vont voir Tolkien dans son bureau à Oxford. Tu vois, ambiance capitonnée. On est chez tu vois, on est aux éditions Carmin, tu vois. Ça, c'est capitonné, fauteuil en cuir, enfin voilà, tu vois. Et les mecs lui demandent les droits. Et Tolkien les regarde et en fait, il voit des mecs qui fument des joints toute la journée, qui portent des t-shirts de fils de pute avec stop Vietnam War, là, tu vois, genre des trucs comme ça. En fait, il a dans sa tête, il a des phrases à la Patton, tu sais, il se dit on a combattu du mauvais côté, tu vois. On a fait la guerre au mauvais, tu vois. Il a des non mais en fait c'est terrible en fait. Et donc Tolkien avait refusé bien sûr catégoriquement parce que justement lui ces gens-là n'auraient pu que comment dire,
il voyait dans son œuvre que le côté un peu Gaïa, connexion avec la nature, etc., alors que lui, pour le coup, c'était beaucoup plus profond que ça. C'était un rapport beaucoup plus mystique à l'histoire occidentale, retravaillé, repensé autrement, etc. Ce que d'ailleurs Peter Jackson a bien respecté dans les films, hein, globalement. Enfin, en tout cas, cet aspect-là, c'est pas mal du tout. En fait, bon, voilà, il avait mis son veto là-dessus. Et donc, tout ça pour dire que dans les années 60, t'avais vraiment des gars, et c'était vraiment la mode de se poser comme ça, en petit dilettante qui fumait son joint et qui tirait dessus comme un bâtard. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à même à notre imaginaire, parce qu'en fait encore aujourd'hui c'est un peu associé à un truc un peu cool, tu vois, s'en griller une petite en soirée, alors que bah en fait enfin j'ai jamais bien compris pourquoi c'était censé être cool en fait. Ouais, alors c'est marrant parce que Tolkien, pour ceux qui le connaissent vraiment pas, et je pense que c'est la majorité des gens pour être honnête, En vrai, en ouais. fait c'est un gars qui était assez fan de Chesterton, qui avait une Ça m'étonne pas, lourde vision effectivement. chrétienne de pas mal de choses, et une des plus grosses batailles de son bouquin est directement inspirée de la bataille de Lépante, qui a été décrite par Chesterton dans un poème un peu épique, et qui en fait est la bataille entre les musulmans et les chrétiens. Donc juste, Ouais, c'est celle où Cervantes avait perdu sa main d'ailleurs, hein, voilà, pour c'est reboucler c'est cette histoire. absolument pas ce que les gens pensent, tu vois, parce que les gens sont en mode ouais, mais tu vois, il faisait un truc de fantasy, tout ça. En fait, à la base, Non, pas exactement, voilà. Bon. ça parle des Arabes. Euh, Bref, ça c'était la petite parenthèse. Oui, attends, le côté cool, il y a un gars qu'on n'a pas encore mentionné. Alors je sais qu'il va te faire gerber, mais c'est pas grave. C'est On a dit Jean-Paul Sartre, hein, donc tout est possible là, c'est vas-y. notre ami Bec BD. Euh, Ah oui, Parce que effectivement, lui, il effectivement. en a écrit un sacré paquet sur ces substances. Je veux dire, même dans 99 francs, Tout à fait. t'en as un paquet Tout à des fait. scènes où les Ah mecs bah, sont défoncés. ils sont sous cocaïne, ouais. Sous Et cocaïne, je sais plus comment exactement. s'appelait son autre bouquin là où il raconte qu'il est dans un comico et il se fait choper parce que il a sniffé un truc machin et il se retrouve en garde à vue. Enfin, je me rappelle d'un début d'un bouquin, je sais plus le D'accord, titre, ok. mais bon, c'est l'archétype du commercial qui faisait probablement des soirées un peu. On se comprend quand il était en école de commerce et qui après a Ouais, jamais il décroché. il avait fondé, tu sais, là-bas un club qui s'appelait le Caca. Voilà, non mais ça s'appelait vraiment le Caca. C'est le club des alcooliques. Je crois que le C c'était pour cocaïne ou cocaïnomane. Et le A c'était anonyme, un truc comme ça. Voilà. Bah écoute, voilà, Voilà. bah, Voilà. Tu pourras vérifier cette information. Je sais plus exactement ce que ça veut dire Caca, mais il me semble qu'il y a quelque chose sur la drogue dedans. Voilà. En tout cas, quel il y a de l'alcool superbe qui est dedans. exemple pour la jeunesse en tout cas. Et, Voilà, et c'est tout exactement. à fait le genre de gars qui en fait essaye de te rendre cool le fait d'être complètement défoncé la moitié de la journée, alors que tu as envie de dire, Ouais. Ou écoute, pas grave en tout cas. Tu sais, genre, oh, on s'en fout, ouais tu c'est vois. ça, Ouais. c'est genre, Mais oui, on s'en fout parce que ton frère, il est PDG d'une boîte du CAC 40, enculé. C'est pour ça que tu t'en fous, en fait. C'est exactement. ça la En vérité. fait, pour lui, tu sais, c'est un mode de vie comme un autre, machin. Bah ouais, mais en fait, si tu veux, quand des gars ont du mal à payer leur un paquet de clopes par jour et que tu leur mets Mm. sur le dos une consommation d'une substance dégueulasse qui va leur coûter littéralement 5 fois plus, bah en fait, c'est pas cool, tu vois, sauf si t'es vraiment super rentier et que t'en as plus rien à faire. Ouais. Donc, Non, mais c'est. Ouais, je voilà. trouve. Et tu sais, en plus, non, mais ce qui est terrible en plus, c'est que Beck BD, il y a ce côté un peu. Tu sais, la drogue attire aussi à elle des gens qui sont comme ça, qui ont ce côté un peu. Tu sais, très détaché. Très, tu sais, un peu comme s'ils en avaient rien à foutre de tout, tu vois. Parce que il a quand même dit qu'il avait écrit 99 francs pour se faire virer de la pub, tu vois. En fait, parce qu'en fait, il décrit les milieux de la pub dans lesquels Ouais. les mecs prennent de la drogue tout le temps, etc. Et en fait, tu sais, il y a ce côté un peu genre, plutôt que de faire un truc bien dans ma vie, je vais tout saloper, mais avec une espèce de nonchalance et de panache, etc. En fait, c'est un mécanisme de défense, mais en fait, qu'a un enfant qui s'est pas pris la torgnole qu'il aurait dû se prendre au moment où on aurait dû lui inculquer le concept d'effort, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi le truc a jamais été installé dans son processeur mental, tu vois. Et ça donne bah, voilà, un mec aujourd'hui qui est une espèce de caricature de. C'est à la fois une caricature de boomer et d'enfant. C'est vraiment c'est la synthèse finale d'un monde. Voilà. En fait, voilà. Ne prenez pas de drogue, ne devenez pas Frédéric Becbédé. Je pense que c'est assez clair comme ça. Et ne devenez pas non plus. Putain, comment il s'appelle l'autre? Alors, l'autre, Yann Moix. Bah, Yann Mox aussi, ouais, je crois qu'il a plus ou moins fait Si la tu veux, promo de tout ça. ah, le mec, je pense qu'il y a une famille de Colombiens dans chacune de ses narines, hein, c'est pas possible. Hein. Les mecs doivent produire sur place, c'est pas possible. Tu vois, en fait, de temps en temps, il produit un peu plus, puis il dit des conneries du genre sur les jeux vidéo, tu vois, sur les trucs. Ça, je sais pas si t'as vu là, sa dernière sortie là, sur les jeux vidéo, il disait que, en gros, t'étais un demeuré si tu jouais aux jeux vidéo après 25 ans.
et qu'il fallait mieux lire son dernier livre qui est un alexandrin. Il a écrit un bouquin en alexandrin qui fait 300 pages, il s'étonne que personne ne l'achète. Voilà, bon bah écoute frérot, bienvenue au 21e siècle. Comment tu veux qu'on termine ce podcast, si tu veux qu'on le termine petit à petit dans une direction ou dans une autre, dis-moi. Dans une direction, comme d'habitude, j'aimerais inviter les gens à lire en fait, à lire des bons bouquins parce qu'à la limite, ne vous droguez pas, mais lisez des bouquins sur des gens qui ont pu le faire. Lisez du Junger, lisez du Hermann Hesse, voilà, et que ça vous donne pas des mauvaises idées. Hein. Surtout voilà, lisez-les quand vous êtes à l'âge adulte, quand vous n'êtes pas trop influençable. Je pense que ça peut être intéressant, même en fait parfois d'avoir des moments où tu as des personnages qui ont des visions, qui ont des choses comme ça, qui sont un peu dans les brumes. C'est pas forcément écrit par des gens qui eux-mêmes ont pris de la drogue, tu vois. On parlait de Tolkien tout à l'heure. Tolkien n'a jamais pris de drogue. T'as des personnages, t'as dans les bouquins du Seigneur des Anneaux, t'as des moments où tu sais ils ont des hallucinations, etc. Quand ils sont dans la forêt au début avec Tom Bombadil, c'est dans le 1 ça, qui est un passage qui est absent du film, en tout cas de la version la plus commune du film. Et donc si tu veux, ça peut être intéressant, je pense, d'emmener des gens là-dessus. Après, s'ils veulent réfléchir vraiment sur le phénomène de la drogue en tant que tel, il faut qu'ils aillent voir ce qui a été fait chez Huxley, un petit peu chez Hermann Hesse, mais pas tellement. Chez Junger, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit aussi Ah oui, j'ai pas cité, mais on aurait pu parler de Truman Capote aussi. Ouais, vas-y. Aux États-Unis. Je sais pas si tu sais, mais il avait un mode de vie complètement fou. En gros, il mélangeait. En fait, dans tous ses repas, il prenait genre 50 cocktails différents, de la cocaïne, enfin des trucs comme ça. Et en fait, là, pareil, tu vois, il en jouait. C'est-à-dire qu'il faisait des articles de journaux où il disait voilà, mon régime par jour, c'est ça. Et en fait, si tu regardais tout, à la fin, il y avait 7000 calories, 85 litres d'alcool et 3 kilos de cocaïne, quoi, tu vois. Genre voilà. Bon, le mec est quand même mort à 68 ans. Donc, je crois que c'est 68, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas si mal, franchement. Bah ouais, il s'en est bien sorti, hein, dis donc. Surtout que, tu sais, il faisait des reportages en immersion chez les Hells Angels, par exemple. Et donc, en fait, il s'est fait tabasser, il a tabassé des mecs avec les Hells Angels, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Genre, il a vécu des trucs vraiment rudes, durs et brutaux comme ça. Donc, bref, voilà, un bon maboule qui allait jusqu'au bout de sa maboulerie, mais ne faites pas ça. Voilà, on a parlé de Génie Marcon la semaine dernière. Ne soyez pas une espèce de Génie Marcon via la drogue. Ce sera quand même pas mal. Est-ce que tu penses que la littérature, ça peut être une drogue? Genre, le fait de lire. Est-ce que le livre est une drogue? Ça peut. Est-ce que tu es drogué à la lecture? Alors, moi non, je pense pas. J'arrête quand je veux, d'accord. Non, mais je pense que non. Quelque part, j'aimerais bien être plus addict à la lecture que je le suis. T'as pas l'impression parfois d'être en manque? Tu te réveilles pas de manière un peu anxieuse au milieu d'une nuit en disant j'ai pas lu de bouquin depuis 4 jours, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, moi je suis pas du tout comparable aux gens ordinaires, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire là, mais en fait mon métier c'est de lire des bouquins et d'en parler, que ce soit pour les produire ou pour en parler sur la chaîne. Donc en fait, si tu veux, moi il y a des moments dans mon emploi du temps qui sont sanctuarisés pour lire. Donc j'ai jamais l'angoisse de est-ce que je vais arriver à lire ou pas. Tu sais, la plupart par exemple des pères de famille, c'est est-ce que je vais arriver à coucher mon gosse assez tôt, 10 minutes plus tôt, pour aller lire un chapitre pendant que ma femme prend sa douche, tu vois. C'est ce genre de problématique qu'ils ont, tu vois. Et est-ce que je vais arriver à l'instant T à me motiver à pas aller scroller sur mon téléphone au moment où en fait je pourrais lire, parce que c'est le seul moment où je peux lire dans la journée. Ou alors ils vont faire des livres audio quand ils sont en bagnole, enfin ils vont développer des stratégies comme ça, tu vois. Et en fait, moi c'est pas là, j'ai pas ce problème là parce que je suis directement dans dans un emploi du temps où il y a des moments pour lire, et du coup je sais quand c'est pas le moment pour lire, je peux lire si j'ai envie, mais je le fais finalement assez rarement parce que il y a une autre occupation qui vient là, tu vois. Je passe du temps avec mes proches, je vais boire une bière avec des amis, je fais du sport, enfin tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc je pense que je suis un peu préservé de ce côté là. Par contre, effectivement, j'aimerais toujours être plus addict à la lecture et avoir toujours plus envie de découvrir des choses, même si pour l'instant je me plains pas, ça marche assez bien, voilà. Et toi, qu'en est-il? Est-ce que tu m'as fait une inversion accusatoire? Est-ce qu'en fait tu es un énorme addict au bouquin et tu vas lire 5 textes la nuit quand tu te réveilles à 5h du mat? À 5h du mat peut-être pas, mais non, je lis pas mal. Après le truc, si tu veux, c'est que moi je suis plus dans la problématique où j'arrive pas forcément à sanctuariser du temps pour, en fait. Parce que ça me parle beaucoup, ce truc-là. Parce qu'en fait, quelque part, tu sais, toi, tu vis de cette activité-là à temps plein. Moi, c'est entre guillemets un truc que j'arrive à m'aménager à la marge dans un emploi du temps qui est genre vraiment blindé de chez blindé. Et du coup, c'est pas évident. Là, je crois que moi, je comprends très bien la problématique de pas mal de gens de dire, mais en fait, c'est compliqué de trouver du temps, tu vois.
Parce que Ouais, je pense que là, il faut quand même expliquer aux gens que toi, tu as un boulot à côté, tu as les éditions Carmin, tu as ta chaîne à côté, tu as ouais. ta vie personnelle. Effectivement, en fait, quelque part, c'est presque un message d'espoir si tu arrives encore à leur dire que tu as du temps pour lire. C'est-à-dire que si eux qui ont entre guillemets que un boulot et une famille, s'ils ne retrouvent pas le temps de lire, c'est qu'ils s'y prennent mal. Parce que normalement, il devrait y avoir largement la place, les frérots. Bah, alors dans les trucs, tu vois, je pense qu'un des trucs de base, c'est d'avoir toujours un livre sous la main. C'est tout bête, Ouais, mais en fait, il y a des tas de ouais, tout à fait. situations où tu te dis, ah c'est bête, là j'ai 15 minutes, mais j'ai même pas de bouquin sous la main. T'attends, Mm. je sais pas, t'as un rendez-vous médical, t'attends dans une salle d'attente, bah t'as 15 minutes à tuer, bah en fait c'est plus cool si t'as un bouquin. Tu Ouais, t'attends dans les transports en commun, bah c'est pas mal en fait. Il y a plein de ouais, situations comme ça dans la vie de tous les jours où tu peux. Moi perso, j'aime je suis bien totalement d'accord. aussi me dégager un petit quart d'heure en fin de pause déjeuner. Alors ça dépend un peu des gens, des emplois du temps, tout ça. Mais souvent, moi j'ai tendance à manger un peu plus vite que la moyenne des gens, je pense. Et Mm. du coup, les 10-15 minutes que j'arrive à gratter sur la pause déjeuner, bah en fait j'ai tendance à les utiliser pour ça. Alors quand il fait Ouais. vraiment Quand beau, j'étais, quand je j'étais vais encore prisonnier sortir, du salariat, je me faisais ça mettre aussi, ouais. dehors vite fait au soleil et bouquiner, et c'est hyper cool. Et quand il fait un peu moins beau, bon, bah, je vais le faire dans la salle café, machin. Mais en vrai, bah, c'est un bon moment, je trouve, et les gens acceptent si tu veux. Enfin, ça choque pas les gens que tu prennes 10 minutes pour lire un bouquin après ta pause déjeuner. Bon, après, bien sûr, faut prendre des bouquins qui soient à peu près montrables. Donc c'est là où tu as un autre dilemme, c'est que, c'est que si tu veux, faut pas lire le dernier bouquin d'Oberton dans une boîte de gauchistes. Ça, c'est pas possible. Par contre, tu peux au moins... Est-ce qu'ils vont reconnaître? Est-ce qu'ils vont reconnaître? Parce que tu sais, moi j'ai été étonné, hein, tu sais, dans l'édition, tu peux te ramener avec un Oberton sous le bras, tu peux te ramener avec un colossal France Orange Mécanique sous le bras, et en fait il y Et aura. personne ne capte. Mais personne ne captera parce que en fait si tu veux, si c'est pas une énième merde feel good pour petite nana de centre-ville, tu vois, bien acculturée, en fait personne va te demander ce que tu lis, tu vois. Même en fait, même c'est un truc intéressant ça, mais le packaging, la couverture, la façon dont elle est faite, etc. Si tu es entouré tu vois, ce que j'appelle pour aller vite des petites nanas du tertiaire, mais ça peut être aussi des mecs, des petits PNJ bien comme il faut, tu vois. En fait, si tu veux, s'ils voient un truc qui a l'air un peu trop intello dans la couverture, dans la mise en page, etc. Je dis même pas que Oberton c'est trop intello, hein, je pense peut-être à des trucs encore plus poussés que ça. Ils vont même pas genre s'intéresser à l'objet que t'as sur toi, tu vois. C'est genre en fait c'est pour eux un livre, c'est pas ça. Toi, ce que tu as dessus, c'est. Si vraiment ils doivent le nommer, ils vont dire que c'est un livre, mais spontanément, c'est pas un livre au sens où eux, ils auraient pas en tête de lire ça à un moment ou à un autre, tu vois. Peut-être que nous, on a le problème inverse Et d'ailleurs. On c'est voit leur merde, on a pas envie de le et lire. c'est encore pire quand tu lis en anglais, tu vois, parce que moi, ça m'arrive très régulièrement de lire en Le anglais. fou. La grenouille française moyenne, elle te regarde avec des yeux globuleux et elle dit mais pourquoi il lit en anglais? Qu'est-ce qu'il a lui? Alors, ouais, mais ça, c'est parce que tu es dans un certain milieu, parce que, tu sais, dans les milieux un peu intello parisiens, mais tu sais, en mode littéraire, tu vois, Ouais. tu peux avoir des gens qui vont s'y intéresser, mais parce qu'en fait, tu sais, t'as l'inverse, t'as les gens insupportables qui ont fait leurs études, genre aux États-Unis ou en Angleterre, etc., et qui, du coup, Ah ouais, tu et sais, se la genre, ils sont ramène fans en de mode culture anglaise. ouais, moi Ouais, je lis en anglais, tu ouais, vois. ouais, oui, non, mais tu sais, moi je lis les meilleurs auteurs décoloniaux queer en anglais, tu vois, je les lis Insupportable. 6 mois avant qu'ils arrivent en France, tu vois ce genre de personnes là qui méritent des balayettes, et ben voilà, en fait, genre moi j'ai travaillé avec ce genre de personnes pendant parfois très longtemps, tu vois. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai pris sur moi, tu vois. Mais enfin voilà, tout ça pour dire message d'espoir, vous pouvez lire en fait. Et même honnêtement, c'est bête, mais je trouve que tout ce qui est numérique, ça peut aussi t'aider en fait. C'est-à-dire qu'avoir une Mm. liseuse avec une dizaine de bouquins, bah, ça peut être un moyen de dire bah ok, Ouais, parce que moi souvent j'ai plusieurs bouquins en parallèle, je sais pas si c'est ton cas aussi. Euh, ouais, tout à mais fait. j'ai des bouquins, tu Tout à sais, fait, c'est je un suis peu obligé, comme moi. quand tu jauges un peu ton niveau de fatigue, tu vois, avant d'aller voir un film Ouais, avec ta copine, tu lui dis, bon, tu te sens comment, tu vois, et si elle se sent vraiment, vraiment super en forme, tu vas lui proposer un film intello, un peu, voilà, où il faut réfléchir et tout. Si elle se sent pas trop, tu vas essayer de trouver un truc un peu middle ground, et puis si elle se sent vraiment complètement épuisée par le taf, c'est un vendredi soir, elle a pas la tête à ça, machin, tu sais que tu vas te rabattre sur une comédie française pas folle, quoi. Bon, ouais. Avec Christian Clavier, ouais. c'est ce genre, Et ouais. mes Ouais. impôts. Et mes impôts, ouais. Mais tu sais, moi, j'ai complètement changé d'avis sur les tablettes numériques, justement, pour la lecture. Parce qu'en fait, j'étais très, très contre ça. Ouais. Et en fait, à un moment donné, à cause du flux de bouquins que je recevais et que je devais lire, j'avais vraiment besoin de
que ça prenne plus de place chez moi. En fait, j'avais plus de place pour prendre des bouquins. Et j'ai pris une tablette, une liseuse, et c'est vraiment pas mal. Genre vraiment, j'en ai une petite qui tient dans la poche, vraiment dans une poche, quoi. Et tu vois, par exemple, quand je prends le train, je prends assez souvent le train, moi. Et en fait, je me retrouve à avoir genre parfois 1h30, 2h, 2h30 dans le train. Et c'est genre parfait, tu vois. Tu sors ça, tu te le remets dans ta poche. C'est pas un truc qui est galère, c'est pas au fond de ton sac ou je sais pas quoi. C'est vraiment un truc que tu peux avoir directement. Et c'est vraiment bien. C'est très résistant, ça peut aller sous l'eau. Tu peux littéralement rouler dessus à vélo. Je l'ai fait une fois par erreur, ça n'a pas un pet, rien du tout. Donc, Ah merde, parce que moi j'en ai pété une c'est vrai dans un truc complètement débile. Elle était dans un sac et il se trouve que les ignobles portes du RER se sont refermées sur le sac. Ah putain, ça m'est arrivé qu'une guitare, ça. Ça m'est arrivé qu'une guitare quand j'étais étudiant, j'étais dégoûté. Voilà. Vraiment dégoûté. Bah écoute, Ouais, tu comprends mon dégoût. Mais sinon, oui, je trouve que dans l'ensemble, enfin après, tu vois, ça dépend un peu des capacités de lecture, des envies des gens et tout. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment super contre parce que ils ont du mal, en fait, l'écran, ça leur plaît pas. Parce qu'ils ont pas essayé. Il n'y a pas assez de Parce qu'ils ont pas contraste. essayé, c'est ça, Non, la mais je vérité. comprends, tu vois, enfin, même visuellement, ergonomiquement, c'est pas la même expérience. Enfin, moi, ça, Alors oui, si notre ami Ansel était là, il dirait que en gros ça ne mobilise pas les mêmes zones du cerveau et que ça fait pas l'apprentissage de la même façon, etc. Mais je crois que ce que tu perds, tu peux le gagner en boulimie de lecture. C'est-à-dire que tu peux te refaire sur la quantité parce que la tablette est un objet qui te pousse à lire plus vite puisque tu as toujours plein de livres sous la main dessus, tu vois. Typiquement quand tu veux jongler entre des bouquins, c'est vraiment idéal comme objet. c'est ça pour moi l'intérêt, ouais. C'est de dire, en fait, tu peux très bien avoir un livre un peu ardu, tu vois, genre là en ce moment j'ai des bouquins d'économie un peu vénères sur une partie de la tablette. J'ai à côté des bouquins qui sont un peu plus des romans, des trucs un peu plus sympas, et je vais avoir à côté un essai un peu punchy que quelqu'un m'a filé en me disant tiens vas-y lis ça, c'est marrant, et du coup en fonction de mon humeur je peux changer, tu vois, et ça c'est vrai que c'est assez cool. Bon, après... Ouais. C'est vraiment bien. Bah écoute, franchement c'était un super podcast. Moi j'ai passé un bon moment. Est-ce que moi aussi, est-ce que t'as pas envie qu'on envoie les gens pour aller rester dans la thématique, vers les versions numériques des textes qui sont, parce que on n'en parle jamais, mais enfin on n'en parle pas très souvent, mais chez Carmin vous proposez à chaque fois une version numérique du texte et même une version audio, je crois, non? Alors version audio on l'a fait. Je pourrais raconter dans un prochain podcast si tu veux à quel point c'est un enfer d'enregistrer une version audio. Ça rejoint l'ayahuasca, ça te met dans un état second en fait. Ah mais c'est horrible. Ouais. En fait, personne ne se rend compte de ce que c'est de s'enregistrer 6 heures d'affilée dans une pièce. Enfin, au bout d'un moment, tes cordes vocales te disent non mais arrête, s'il te plaît, laisse-moi mourir dans mon coin. Et à la fin, tu fais 3 ventes. C'est ça. À la fin, ça vend pas trop. Mais non, oui, je pense effectivement, que c'est l'intelligence artificielle pour ça. Et sinon, on a toutes les versions en EPUB. On a essayé de toujours les mettre à un prix vraiment super bas. Je crois que je t'avais déjà dit une fois que ouais, faites du dumping là-dessus. Sur Sowell, on a eu une demande de la part des ayants droit pour mettre à 70% du prix du livre papier, et ça c'est une demande qu'on n'a pas eu la possibilité de refuser. Enfin, on ne peut pas décider de ça, c'est eux qui décident. Mais sinon, on les met à 5 € pour que tout le monde puisse les acheter. Donc voilà, vous voulez tester l'expérience, vous avez envie d'avoir une liseuse, de tester pour voir ce que ça change, bah allez-y. Voilà, pour 5 balles, vous faites l'expérience. Je peux pas vous dire. Ah bah écoute, et alors c'est marrant, toi, parce que souvent on dit en France que ça représente à peu près 10% du marché, les livres numériques. Est-ce que toi tu dirais que ça représente 10% des ventes à Carmin ou Non, c'est moins. Ça doit être 5 à tout casser. En fait, les gens peuvent lire du Chesterton pour le prix d'un kebab sans boisson, mais en fait ils choisissent d'aller manger un kebab sans boisson. En fait, c'est vraiment, les Français sont vraiment les pinces originelles qu'ils croient être. Hein. Là, je suis ébahi. En tout cas, voilà. Enfin, nous, on a beaucoup de ventes sur le papier parce que c'est vrai qu'on bosse particulièrement le papier. C'est méritant. Hein, la mise en page, papier, en fait. au passage, on refait une mise en page spéciale pour les EPUB, etc. pour que vous puissiez customiser les polices de caractère, que ce soit... Enfin, c'est pas un PDF, en fait. Genre, on refait la mise en page. Juste, je précise, parce que je sais pas si toi... Non, mais moi aussi, j'ai le même problème, en fait, c'est que... d'ailleurs, souvent, ça peut poser des soucis. Moi, il faut toujours ce que j'appelle bêta-tester, la version... en fait, il te l'envoie et t'as toujours des soucis. Et en plus, après, à chaque fois, à chaque sortie de livre, j'ai toujours
un lecteur ou une lectrice, c'est plus souvent des femmes que des hommes d'ailleurs, j'ai remarqué, qui m'écrivent en me disant oui, j'ai pas eu une bonne expérience sur la version, etc. Et en fait, quand tu leur demandes dans les specs de la tablette qu'ils ont eu, tu t'aperçois qu'en fait, à la fin, ils ont une tablette qui est pas du tout réglée comme la tienne, et qu'en fait, s'ils l'avaient réglée comme la tienne, ça aurait marché. Mais si tu leur dis de la régler comme toi, bah, soit ils savent pas faire, soit ils se braquent. Et en fait, à bout d'un moment, tu réponds pas à ça, quoi. C'est plus possible. Mais c'est très compliqué, parce qu'en fait, le livre papier, ça met tout le monde d'accord vu que c'est un objet et qu'il est fini, tu vois. Alors que la tablette, comme tu peux zoomer, dézoomer le texte, régler machin, les marges, les trucs, et ben en fait, à la fin, t'as pas le même truc. Voilà. Nous, notre metteur en page, il s'arrache les cheveux à chaque fois pour les notes de bas de page en particulier. Parce que c'est un enfer. Enfin bon, bref, voilà. Ouais, j'ai mes problèmes. Ouais, on va pas rentrer là-dedans parce que aussi pour le coup, la technologie est pas tout à fait au point, je trouve, sur les tablettes. Ouais, ce je suis genre de truc. Il manque 15 ou 20 ans de développement, je pense, là-dessus, au rythme où ça, parce que c'est très très lent, hein, les évolutions des tablettes. Bah écoute, moi aussi, je fais des versions numériques qui sont pas à 5 € mais qui sont quand même vraiment moins chères. Généralement, j'essaie de les mettre à la moitié du prix du papier, à peu près. C'est la logique. Donc ça fait du 12-13 €. Et ceux qui sont les plus jeunes, c'est même plus le prix d'un kebab sans boisson, c'est carrément qu'ils les ont sur le pass culture. Alors même s'ils ont réduit le pass culture, ils peuvent y aller. Là vraiment, les frérot, si vous soutenez pas la maison, vous êtes plus que les pinces originelles, vous êtes la pince originelle de la pince originelle, là c'est plus possible, quoi. Là t'es mal à taille du rat, quoi. Enfin franchement. C'est ça. Choc barre de BZ, j'ai envie de dire, choc barre de BZ. Et ben écoute, c'était un podcast super intéressant où on a une fois de plus expliqué que kids don't do drug, voilà, et puis qu'il faut lire des bons bouquins et que vous en avez chez Karma à la Giberne. Je pense que vous êtes régalés et qu'on peut se voir la semaine prochaine, non? Eh ben tout à fait. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.